là-dessus. Abdullah Traoré, Ben Badi, Banani lui est fâché. Avant de sortir, Banani demande Garba. Elle lui montre Garba, il dit poisson l'air petit. Il n'y a pas de tomates, oignons, il n'en est pas beaucoup. Elles lui ont montré dessus, il voulait attraper. Elles ont saisi sa main, en train de le tirer. Lui aussi, il tirait dedans. Oh, oh. On ne sait pas ce qu'il a attrapé. Mais en tout cas, lui tirait. En tout cas, lui tirait. Banani, oh, banani, yeah, yeah. Banani, oh, banani, oh, banani, banani, oh, tieteri. Banani, oh, banani, oh, banani, oh, tieteri. Banani, oh, banani. Sa maman étant fatiguée, elle dit au sage-femme, laissez mon bébé. Moi je le connais, s'il y a l'argent, il va sortir. Rapidement, on a cotisé. Ça faisait 5 tokos. On a montré à Banani. Il dit c'est le foutaise. Plus que les pieds-beaux. Quand on dit pieds-beaux, c'est le nouveau pied de 10 000. Angelo Kabila, un esprit dans le Zoulou. L'ami Troba, qui va le faire sortir. C'est Bouéza de Chando qui fait un pied-beau. Ah, Banani, c'est vieux de Londres. Qui va le faire sortir, oh. Moussa Traoré, oh, il fait un pied-beau. Ah, Banani, Genève, qui va le faire sortir. Encore Pascal, oh, il fait un pied-beau. Ah, Banani, Tripona, qui va le faire sortir, oh. On est de son qui, oh, il fait un pied-beau. Ah, Banani. Banani, oh, Banani, yeah, yeah. Banani, oh, Banani, yeah. Banani, oh, Banani. Banani, oh, terrible. Banani, oh, Banani, oh, Banani, l'enfant terrible. Banani, oh, Banani. Salut à mon frère Pied-Beau. Tellement achaï, il a fait sortir ses 2 bras. C'est là, elles l'ont attrapé. En même temps, elles l'ont tiré. Banani, il est sorti. Quand il est sorti, il a mordu sa maman. Mordu les sages-femmes, il a même mordu les vigiles. Banani, oh, Banani, yeah, yeah. Banani, oh, Banani, yeah. Banani, oh, Banani, Banani, oh, quel terrible. Banani, oh, Banani, oh, Banani, l'enfant. Connectez-vous. Hein. Banani, oh, Banani, oui, Kofi, oh, Joël Abou, oh, Amande, J'ai mis un numéro pour ceux qui veulent intervenir Sangaré, Kabé, via WhatsApp. Enzo Pera, oh, quel terrible. Banani, oh, Banani, André Babamo, Eri Sagi, oh, Atanas Kuna, oh, quel terrible. Banani, oh, Moussa Dara Souba, quel terrible. Banani, oh, Banani, Kaloura, oh, quel terrible. Eri Kabi, oh, Dans Majaso, Akle Boussonis, oh, quel terrible. Connectez-vous. Indira Princesse. Vous êtes. Non, je suis pas un voyant. Indira Princesse. Je suis pas un voyant. Désolé, mais bon, je suis pas un voyant. Je suis comme tout le monde. Voilà. Je suis pas un voyant. Nous parlons de tout ce qui concerne la politique et l'état de la société en fait. Donc voilà. C'est pas histoire de dire je suis un voyant ou pas. Je suis pas un voyant. Et pour ceux qui veulent intervenir en direct, j'ai mis mon numéro de WhatsApp. Voilà, appelez-moi sur WhatsApp seulement. Voilà. Pour ceux qui n'en ont pas, bon, désolé. Mais c'est sur WhatsApp, vous pouvez me joindre. Donc, intervenez. Vous pouvez partager la vidéo dès maintenant. Ne partagez pas ça dans les groupes, s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent partager la vidéo, cliquez sur mon nom. Si vous voyez même, je suis en ligne dans le groupe et que voilà, je fais mon direct apparaître dans le groupe. Cliquez sur mon nom pour venir sur ma page afin de partager ça depuis ma page. Par exemple, si vous partagez la vidéo depuis le groupe, ceux qui sont vos amis, qui ne font pas partie du groupe, ils ne vont pas voir la vidéo. Mais par contre,
Quand vous ouvrez votre mur, dès que vous voyez, vous allez voir la vidéo, mais vos amis ne pourront pas voir la vidéo. Donc, il y a beaucoup qui ne savent pas. Raison pour laquelle je vous mets sur le chemin. Alors, j'ai bel et bien dit, nous allons parler de la situation sociopolitique africaine. Et d'abord, pour commencer, j'ai dit, pourquoi Alpha Condé, il veut tant la peau de M. Dadis Camara, qui est en ce moment au Burkina. Pour ceux qui ne connaissent pas Dadis Camara, il était l'ancien président de la Guinée. Et c'est lui qu'ils ont mis une balle dans la tête. Voilà. Et c'est quand il a pris cette balle qu'il s'est réfugié au Burkina. Et c'est là-bas ils l'ont soigné. Et aujourd'hui, ça va maintenant chez lui. Et j'ai dit pourquoi Alassane Ouattara a signé au COP 21. COP 21, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait au Maroc. Il a signé aussi, où on parlait du réchauffement climatique. Voilà. Qu'il fallait se battre contre le réchauffement climatique. On va demander à Alassane les résultats de sa signature. Voilà. Pourquoi il a signé? Qui l'a obligé à signer? On va lui demander, poser des questions pour qu'il nous fasse le bilan. Voilà. Parce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, l'eau a tué des gens. Or, c'était pour lutter contre ça. Tout ça là. Donc, on va demander à Alassane Ouattara. Voilà, ce qui l'a poussé à signer et le résultat de sa signature. Et j'ai dit pourquoi il faut isoler les leaders du FPI s'ils continuent dans leur bêtise jusqu'en 2018 arrive. Voilà, parce que ça fait un bon moment. Hein. Ça fait combien d'années là? 6 ans qu'ils ne veulent pas s'attendre. Ils sont dans leur politique des enfants là. Donc, s'ils continuent jusqu'en 2018, pourquoi on doit stopper? Parce que le peuple ivoirien ne peut pas continuer dans cette bêtise-là, dans leur politique dans leur politique du désordre, on ne peut pas continuer là-dedans. Donc pourquoi on doit essayer de les écarter s'ils restent dans ça jusqu'en 2018 arrive? C'est très clair. Donc pour commencer, j'aimerais revenir sur M. Alpha Condé, l'actuel président de la République de la Guinée. Pourquoi M. Alpha Condé, il déteste tant son frère qui est M. Dadis Camara? Tous les Africains ont connu M. Dadis Camara. Même l'international a connu M. Dadis Camara. Dadis Camara, on sait de quoi il est capable. On sait de quel bois ce monsieur il se réchauffe. Il était un guerrier plein. M. Dadis Camara a été un militaire et un président de la République de la Guinée. Il a été un guerrier sur le territoire guinéen. Et même, il a marqué l'histoire de l'Afrique. D'autres disaient, ah, est-ce que c'est le nouveau Thomas Sankara de l'Afrique? Les gens même ont comparé Dadis Camara à M. Thomas Sankara. Parce que lui, il n'avait pas froid aux yeux. Ce monsieur-là, il dit ce qu'il pense. Et il ne jouait pas. Ah oui, tout le monde le sait. Donc, comme il dérangeait beaucoup, il fallait passer par les négros pour lui mettre une balle dans la tête. Et malheureusement, le négro a accepté le contrat avec les blancs pour pouvoir mettre une balle dans la tête de son frère appelé M. Dadis Camara. Et c'est dans ça il a perdu le pouvoir en Guinée. Sinon, il voulait faire la Guinée d'un pays puissant, l'un des pays brillants, lumineux de l'Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, le noir est tombé dans le piège, toujours le négro. Voilà, qui est à la sorte des impérialistes. Il a exécuté les ordres de son maître, qui est le blanc. Donc, c'est encore malheureux. Alors, ce monsieur, Dieu merci, il n'est pas mort. Et nous sommes fiers, parce que c'est un digne fils de l'Afrique. Et qui dit Guinéen, dit le reste des Africains et Africaines. Alors, M. Dadis Camara, il n'est pas mort. M. Dadis Camara, il n'est pas sauvage. M. Dadis Camara, ça lui a donné une leçon de vie. Et il est prêt pour se battre encore pour le peuple noir. Il est prêt pour se battre pour le peuple guinéen. Même si il a eu tort vis-à-vis de certains Guinéens. Mais il y a d'autres Guinéens qui l'apprécient. Personne ne peut être parfait. Il y a d'autres Guinéens qu'il a frustrés. Mais si les Guinéens lui donnaient la chance d'arriver sur le territoire guinéen, il pouvait présenter ses excuses à ces Guinéens-là. Lui, il n'a pas fait une rébellion pour assassiner les Guinéens comme ça. Par contre, en Côte d'Ivoire, on a connu toutes sortes de rébellions. Et ils ont donné certaines familles en Côte d'Ivoire. 3000 morts, mes frères. Mais on vit avec ces rebelles. On vit et ces rebelles nous gouvernent. Par contre, M. Dadis Camara,
il n'a pas été un rebelle en Guinée. Même si d'autres ils disent que non, ils ont perdu leurs enfants sous le gouvernement, ou bien sous le règne de M. Dadis Camara. Oui, dans tous les gouvernements, on perd des gens. Mais il n'a pas fait semblant, ou bien il n'a pas fait sciemment pour tuer ces Guinéens. Vous comprenez? Donc Dadis Camara est une référence de l'Afrique, du peuple africain. Et ce monsieur, il est bien placé pour sauver encore l'Afrique. Mais M. Alpha Condé, l'actuel président de la République de la Guinée, lui, il cherche un soutien. Il veut mener un combat. Mais pour mener un combat, il faut avoir des guerriers. Il ne faut pas se faire entourer des plaisantins pour dire tu mènes un combat. Or, M. Alpha Condé, s'il suppose mener un combat pour le bien-être de l'Afrique, mais déjà, c'est déjà bien. Dadis Camara est là. Et il connaît le combat de ce monsieur. Il sait la vision de ce monsieur. Lui, M. Alpha Condé, il sait. Il sait de quel bois ce monsieur il se réchauffe. Il connaît déjà la position de ce monsieur. Et la position de ce monsieur, c'est de sauver la Guinée et sauver l'Afrique. Alors, si tu as déjà la chance d'avoir déjà un Guinéen qui est une grande référence pour le peuple africain, et que toi tu as la même vision que ce dernier, mais pourquoi ne pas vous mettre ensemble pour mener le combat? C'est comme si on disait en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et Gbagbo, ils ont la même vision, et M. Alassane Ouattara et Gbagbo encore, ils se détestent. Mais c'est enfantin, c'est malheureux, parce que vous ne pouvez pas avoir les mêmes visions et encore se détester. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, Gbagbo et Alassane Ouattara, ils n'avaient pas les mêmes visions. Chacun avait sa propre vision. Mais par contre, on voit la vision de M. Alpha Condé. Et nous connaissons tous la vision de M. Dadis Camara. Alors, c'est une bonne affaire. Pourquoi M. Alpha Condé ne donne pas la chance à M. Dadis Camara? Je pense que si Dadis Camara, s'il a peur que Dadis Camara ne fasse pas un coup d'état sur lui, mais il peut dire, M. Dadis Camara, viens travailler dans mon cabinet présidentiel, viens, tu vas travailler dans mon cabinet. Ce n'est pas pour nommer M. Dadis Camara en tant que ministre de la Défense ou bien chef d'état-major des armées de la Guinée. Non, il peut dire, viens travailler avec moi. Viens, tu vas être un membre du cabinet du président de M. Alpha Condé. Et vous allez travailler ensemble. Par contre, M. Dadis Camara, il a sa vision. Il n'a pas été président comme ça, même s'il parlait vite. Et que voilà, dans les lieux publics, il manquait de respect à certaines personnalités. Mais c'est la colère qui l'obligeait. Parce qu'à un moment donné, il en avait marre. Il ne pouvait plus tenir. Et quand il voyait les gens, il avait la rage. Parce qu'il avait la rage de sauver le peuple africain. Il avait la rage de sauver la Guinée. Parce que, étant petit, il a pris l'histoire. Et il a connu l'histoire. Il sait ce que c'est que l'esclavage. Il sait ce que c'est que la colonisation. Il sait ce que c'est que l'homme noir. Donc, ce monsieur avait tellement la rage, il n'arrivait pas à se maintenir. Il n'arrivait pas à un moment donné, voilà, on le prenait pour un débile à un moment donné, parce qu'il avait tellement la rage de sauver l'Afrique et de sauver la Guinée. Donc, il tenait certains propos vis-à-vis, dans les lieux publics, il tenait certains propos. Mais on doit comprendre sa douleur. On devrait comprendre sa douleur. Pourquoi M. Dadis Camara, il réagissait comme ça? Il réagissait comme ça parce que c'était la colère. Vous savez, quand à un moment donné, la colère est accumulée en toi, tu ne peux plus te maîtriser. Voilà, tu pètes les plombs parce que c'est comme quelqu'un qui se bat. À un moment donné, il est tellement fâché que non, il change de nature. Et on dit, mais attends, mais tu nous étonnes. Tu n'étais pas comme ça. Mais vous devez savoir, c'est la colère. Il est coléreux jusqu'à il ne sait plus comment faire. Vous comprenez? Donc, M. Alpha Condé, si réellement il prend le temps, le panafricanisme, et qu'il veut montrer aux Africains qu'il est une référence du panafricanisme, alors, mais pourquoi ne pas commencer chez ses frères? Quand on dit panafricain, c'est d'avoir l'amour de ton propre frère d'abord. Mais Alpha Condé, il ne peut pas rester devant les médias pour nous faire du chantage tohi-bohi, mais on ne voit pas ses vrais actes qui prouvent que réellement il est panafricaniste. Il parle. Oui, tu parles, mais il faut poser les actes. Et les actes, il faut commencer par ton frère. Mais tu n'es pas capable de vraiment essayer de prôner l'amour entre tes propres frères guinéens d'abord. On n'a pas dit Africain, on n'a pas dit le reste des Africains. Ton propre frère guinéen, de même pays.
Hein? De même pays, tu n'es pas prêt, toi, monsieur Alpha Condé, tu n'es pas prêt pour pardonner ton propre frère guinéen. Et c'est toute l'Afrique qui veut sauver. Voilà des gens. Voilà, c'est ce que je dis. Les Africains, ils parlent et après ils vont dire non, c'est la colonisation, c'est l'esclavage qui fait ça. Laissons tout ça de côté. Monsieur Alpha Condé, si tu penses que tu es panafricain, il faut chercher à connaître la définition du panafricanisme avant de te proclamer panafricain. Panafricaniste plutôt. Il faut chercher à comprendre et à donner le vrai sens et la définition du panafricanisme. Le panafricanisme n'est pas le fait de détester son propre frère noir et de tenir les discours pour dire oui, je suis panafricain, je vais sauver l'Afrique. Non, mais vous, monsieur Alpha Condé, tout le monde connaît votre vision. Votre vision, c'est de sauver l'Afrique. Votre vision, c'est de rendre la Guinée forte. Alors, mais si vous avez la chance d'avoir déjà un grand leader guinéen qui a été président de la République, qui a la même vision que vous, mais pourquoi ne pas le prendre et demander pardon au peuple guinéen? Mais il y a plusieurs façons de demander pardon. Le peuple guinéen n'est pas un peuple qui est tellement sauvage. Si vous demandez pardon au peuple guinéen et que vous partez envers le peuple guinéen pour dire je veux faire venir Dadis Camara dans le but de sauver la Guinée et non dans le but de vous faire mal. Et vous essayez de leur parler, ils vont comprendre. Ce peuple n'est pas si naïf. Ce peuple est intelligent. Vous pouvez faire comprendre le peuple guinéen va comprendre parce que le peuple guinéen aujourd'hui veut que la Guinée soit forte. Est-ce qu'eux ils veulent que la Guinée soit un pays qui n'est pas fort, un pays où il y a la misère? Non. Mais si vous, monsieur Alpha Condé, vous avez la même vision que monsieur Dadis Camara, pourquoi ne pas prendre Dadis Camara pour travailler ensemble? Je dis, en Côte d'Ivoire, si on avait ces leaders, si Gbagbo et Ouattara, ils avaient les mêmes visions, mais je pense que oui, la Côte d'Ivoire allait vraiment devenir un pays très puissant. Ces impérialistes, ils ne pouvaient pas. Aucune rébellion n'allait se former en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo et Ouattara, ils avaient les mêmes visions. Oui, s'ils avaient les mêmes visions, je ne pense pas que Gbagbo et Ouattara, ils allaient se détester. Je ne pense pas qu'ils allaient se détester. Parce que s'ils avaient les mêmes visions et les mêmes objectifs de rendre la Côte d'Ivoire ce que l'un et l'autre pensaient de rendre la Côte d'Ivoire, ben je pense qu'ils allaient se mettre ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'ils avaient des visions différentes. Des visions différentes, c'est ce qui a provoqué cette fissure entre Gbagbo et Alassane Ouattara. Mais vous, monsieur Alpha Condé, vous dites aux Africains que votre vision, c'est de sauver la Guinée et l'Afrique. C'est de permettre à l'Afrique d'être un continent puissant. Mais c'est la même vision que Dadis Camara avait. Lorsqu'il était au sommet de la Guinée, on a vu certaines de ses vidéos où il parlait même aux Blancs. Il jouait même pas avec eux. Il les parlait au moment où il fallait leur dire la vérité. Il leur disait la vérité. Donc on sait tous la vision ou bien les visions de Dadis Camara. Si vous avez les mêmes visions, pourquoi ne pas l'amener en Guinée? Est-ce qu'au Burkina c'est son pays? C'est son pays. C'est ça le panafricanisme, monsieur Alpha Condé. Mais vous faites la honte à l'Afrique pour montrer réellement si vous êtes un panafricain et que vous avez une bonne vision de l'Afrique pour l'Afrique. Mais allez-y, commencez par Dadis Camara, sauvez-le. Sauvez Dadis Camara. Sauvez Dadis Camara. Il a besoin de rentrer dans son pays. C'est pas le pourchassant. Et je sais que derrière ça, là, ce sont les Européens qui te disent il ne faut pas le laisser rentrer en Guinée. Ça, c'est clair. Ils mettent la pression sur vous pour dire ne laissez pas Dadis Camara parce qu'ils ont un problème personnel. Ils savent que M. Dadis Camara, s'il rentre dans le gouvernement de M. Alpha Condé, ça va être très difficile encore de manipuler les Guinéens. Et ensemble, vous et Dadis Camara, ça va faire un blocus très fort. Et vraiment, vous allez pouvoir sauver les Guinéens. Mais je sais que derrière votre refus de recevoir M. Dadis Camara sur le territoire guinéen, il se cache les manipulations des impérialistes. Et vous voulez nous faire croire que non, vous êtes des panafricains? Jamais. Jamais. Parce que je sais qu'il y a des pressions derrière vous, M. Alpha Condé. Il y a des vraies pressions derrière vous, monsieur Alpha Condé. Et donc, ne mentez pas aux gens que vous êtes des panafricains. Vous n'êtes pas des panafricains. Si vous étiez réellement des panafricains ou bien panafricains, je pense que tout le monde connaît la vision de monsieur Dadis Camara qui souffre aujourd'hui au Burkina. Si vous étiez réellement un panafricain, pourquoi ne pas aller le chercher au Burkina pour dire, monsieur Dadis Camara, venez travailler avec moi.
Si vous avez peur d'un coup d'État, mais vous pouvez dire, travaillez avec moi dans mon cabinet. Il a aussi ses visions. Il a aussi une vision de voir les choses. Et plus vos visions, plus les visions de M. Dadis Camara, quand vous les mettez ensemble, ça va faire de bonnes visions. Et plus ses caractères et vos caractères, ça peut encore apporter quelque chose. Parce qu'ils vont dire, il y a deux grands lions au sommet de l'État guinéen. Et ces deux lions, ce sont des lions qui veulent le bien-être de l'Afrique. Ce sont des gens vaillants qui n'ont même pas peur de quoi que ce soit. Et qui sont prêts à se battre pour sauver la Guinée et l'Afrique. Les autres, ils vont tricher sur vous. Ils allaient tricher sur la Guinée. Mais vous parlez. Oh, Dadis Camara, il réagit par les actes. Quand il parle, il fait. Mais vous parlez, vous ne faites rien. Vous parlez, vous ne faites rien. Dadis Camara, il ne joue pas. Qu'un journaliste, il lui pose des questions, il dérape seulement, il le remet à sa part. À ses pas, plutôt. Il dit non. Et puis il lui parle mal. Lève-toi, assieds-toi par terre. Ah oui, c'est un homme de caractère. Et nous-mêmes, on le comparait comme un truc de Thomas Sankara. On dit, voici quelqu'un. Et il a marqué l'histoire de l'Afrique. Mais il n'est pas mort. Dieu merci, il est vivant. Pourquoi vous le captez? Pourquoi ne voulez-vous pas que ce dernier, il mène un combat? Mais vous savez, si vous dérangez trop les impérialistes, c'est parce que Dadis Camara, il ne veut pas faire un coup d'État vis-à-vis de vous. Il ne veut pas encore parce qu'il sait ce qu'il veut dans sa vie. Sinon, être hors de la Guinée, hors des frontières guinéennes, s'il était si mauvais et qu'il ne voulait pas le bien-être du peuple guinéen, il allait faire un coup d'État sur vous. Il allait mélanger la Guinée, il allait faire une rébellion. Ah oui, vous devez le savoir. Parce qu'au moment où Blaise Compaoré était au pouvoir, Blaise Compaoré, vous savez, c'est quelqu'un même qui finance les rébellions. Il est très fort dans ça. Monsieur Dadis Camara pouvait le voir pour dire, je vais mélanger la Guinée. Et il allait être un grand maître rebelle pour saccager la Guinée. Bafouer même l'indépendance de la Guinée, mélanger la Guinée, créer une rébellion en Guinée pour vous mélanger. Mais non, monsieur Dadis Camara, il n'a pas voulu cela. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Il veut le bien-être de son peuple guinéen. Raison pour laquelle, écoutez, si c'était Alassane qui était, par exemple, au Burkina, et que Gbagbo était au pouvoir, et que lui et Gbagbo, ils avaient les mêmes visions. Et que Gbagbo dit, non, ne rentre pas, ne rentre pas. Mais vous allez voir, il y a longtemps, il a monté une rébellion pour frapper la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il a fait. Étant hors des frontières ivoiriennes, il a monté une rébellion pour frapper la Côte d'Ivoire. Qui a dit quoi? On a crié, oh, c'est Alassane, mais et puis c'est allé où? Oh, ce sont les blancs qui sont et c'est allé où? Il a fait tomber Gbagbo. Votre cas est arrivé. Pourquoi ne pas prendre ce monsieur pour travailler à lui? Vous le mettez hors des frontières et vous pensez que vous avez la force. C'est parce que Dadis Camara, il a pitié du peuple guinéen. Et il veut le bien-être de la Guinée. Il ne veut pas une rébellion pour mélanger la Guinée. Raison pour laquelle il est là et puis il vous regarde. Sinon, il est guéri il y a longtemps. Si c'est une rébellion, il peut faire la rébellion. L'État même, burkinabé pouvait l'aider. Et de la manière vous menez vos actions dans ces temps-ci. Mais vous pensez que si vous étiez réellement honnête et sincère, mais ça va déranger les Européens. Ils vont vouloir prendre quelqu'un pour vous renverser, n'est-ce pas? Parce que vous prenez tant le panafricanisme. Quand vous parlez, si vous étiez sincère, honnête, mais il y a longtemps, ces Européens, s'ils voulaient vous renverser là, ils vont encore venir chez M. Dadis Camara pour signer des deals avec lui et renverser la Guinée. Renverser M. Alpha Condé et puis ça va nulle part. Et ils vont les soutenir. Mais c'est parce qu'il n'a pas une telle mentalité de renverser la Guinée, de bafouer encore l'indépendance de la Guinée, de faire souffrir le peuple guinéen. Donc il est là dans son coin. Et encore, c'est un grand général. Il connaît la stratégie de guerre. Il sait comment faire la guerre. Il connaît l'armée. Et donc il connaît tout. S'il veut vous renverser, il peut vous renverser avec l'aide de l'extérieur. Mais non, M. Dadis Camara, il n'a pas ces idées-là. Il ne veut pas encore faire souffrir les Guinéens. Allez-y le chercher. Pour travailler ce monsieur. Allez-y le chercher. Pardonnez-le d'abord. Pour montrer aux Africains que oui, vous êtes sincère, vous êtes honnête. Même s'il a tué des gens. S'il a tué des gens, vous pouvez essayer de pardonner. Si vous voulez réellement obtenir quelque chose. Si vous voulez obtenir quelque chose. Si vous voulez obtenir quelque chose pour le peuple guinéen et le bien-être de l'Afrique. La famille, les familles qui ont perdu des membres, vous pouvez pardonner, demander pardon à ces familles et essayer de prendre quelque chose. L'État peut déployer des moyens pour essayer de suer les larmes de ces familles. Ce n'est pas pour payer leurs morts, mais non pour essuyer les larmes, pour leur donner
une autre chance de pouvoir essayer de faire des petits commerces et tout ça. Si l'État guinéen dit, bon, on déploie 2 milliards de francs guinéens pour essayer d'aider les familles qui ont été endeuillées sous le règne de M. Dadis Camara, pardonnez-le, et il a pris conscience et tout ça. Nous voulons travailler ensemble pour sauver la Guinée et même pourquoi pas l'Afrique, parce que d'autres présidents, d'autres dirigeants et même d'autres jeunes Africains, ils vont dire, ah, voilà les Guinéens qui travaillent main dans la main et ils sont forts. Ces deux-là, vraiment, c'est des deux robots. Nous, on veut les ressembler, on veut être comme Dadis Camara et M. Alpha Condé pour sauver l'Afrique. Et vous allez voir, il aura une ouverture d'esprit. Maintenant, vous ne faites pas cela, vous ne donnez même pas l'exemple aux gens. Et c'est vous qui vous proclamez, auto-proclamez panafricaniste. Maintenant, M. Alpha Condé, je suis déçu, je suis désolé, parce que vous n'êtes pas réellement un panafricain. Vous parlez sans rien dire. Vous embrouillez les Africains, vous parlez, mais en réalité, vous traitez ces gens-là. Donc, arrêtez d'embrouiller les Africains. Si vous n'êtes pas honnête et sérieux, arrêtez de faire rêver les Africains. On veut des gens qui sont honnêtes. Et les gens comme Dadis Camara, on les a vus. On les a vus, on savait que ceux-là, ils étaient déterminés. Et c'est des gens sérieux qui pouvaient faire quelque chose pour l'Afrique. Mais peut-être il s'est mal comporté quelquefois. Mais il a pris conscience. Et son asile lui a donné beaucoup de réflexion et de sagesse. Il a tiré une leçon de tout ça. Et il sait comment encore faire. Mais cela ne l'affaiblit pas. Il est prêt encore pour lutter pour la Guinée. Ce n'est pas parce qu'il a pris une balle dans la tête qu'il a encore peur des impérialistes. Ce monsieur est déterminé et il est prêt pour sauver la Guinée. Maintenant, vous refusez de le recueillir. Tous les présidents qui viennent, ils le chassent. Ils le chassent. Non. Monsieur Dadis Camara n'est pas l'ennemi de l'Afrique. Il n'est pas l'ennemi numéro 1 de l'Afrique. Lui, son combat, c'est de sauver l'Afrique. Ceux qui sont ennemis là, c'est ceux qui vous manipulent et vous êtes corrompus et que vous faites souffrir le peuple. Ce sont eux les ennemis. Vous comprenez? Qui appelle là? La personne peut rappeler, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, allô? Oh, mais c'est coupé. Bon, ok. Donc, vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Bon, je vais regarder les questions avant d'entamer un autre sujet. Parce que je dis, on va demander à Alassane Ouattara de nous faire le compte rendu de la signature du COP 21 au Maroc, là. C'est qu'il a signé là-bas parce que c'était pour lutter contre le réchauffement climatique et ce qui détruit aujourd'hui la vie de l'être humain, c'est-à-dire tout ce qui concerne la nature. Donc on va demander à Alassane parce que les Ivoiriens ils sont morts beaucoup. Ils sont beaucoup morts. Et donc on ne voit pas le résultat de la signature de M. Alassane Ouattara. Si c'est pour aller vendre encore la Côte d'Ivoire, il va nous dire la vérité. Donc nous allons regarder les questions. C'est sur Facebook, on discute des questions de l'Afrique et vous voulez le développement du continent. Un Européen ou un Américain ne fera jamais de son pays ou de son continent. Soyons sérieux, des informations sans preuve, des fabrications, montages pour dire des choses insensées. C'est mieux d'aller travailler ou lire un livre pour avoir des idées. Seni Bahiri, mon frère, donc ce que je dis c'est faux. Toi tu ne sais pas que Dadis Camara il vit au Burkina. Ou bien c'est maintenant tu viens de naître. Dadis Camara il vit au Burkina. Et tous les Africains ils savent. Et qui ne sait pas qu'Alpha Condé il est président de la Guinée. Ou bien toi c'est maintenant tu viens, tu as besoin de quelle preuve? Faut taper, va sur internet, tape qui est l'actuel président de la République de la Guinée. Guinée, Conakry bien sûr. Je n'ai pas dit Guinée équatoriale. Il faut demander les réseaux sociaux et tu verras que c'est monsieur Alpha Condé. Et qui tient les discours guerriers dans ces temps-ci pour dire je suis panafricain. Il faut qui, quand Emmanuel Macron a fait sa sortie, qui a riposté? C'est pas ce même monsieur Alpha Condé. Ou bien toi tu es en rêve. Ce que je dis là c'est encore infondé. Monsieur Dadis Camara qui n'a pas su qu'il avait pris une balle dans la tête. Ou bien tu es dans rêve. Tu es dans rêve. Qui ne sait pas que c'est au Burkina, il s'est réfugié et en ce moment il est au Burkina. Qui ne connaissait pas le sens du combat de monsieur Dadis Camara? Quand on vous dit la vérité, vous êtes là. Voilà des gens qui sont vraiment têtus, qui sont contre l'Afrique, l'évolution de l'Afrique. Nous, on connaît Dadis Camara et on sait de quoi il était capable. Et si tu ne sais pas, va sur YouTube, tape Dadis Camara, tu verras toutes ces vidéos qu'il a fait.
Et ses interventions vis-à-vis des gens qui lui posaient certaines questions qu'ils n'arrivaient même pas à poser leur propre président dans leur pays. Et que si ces gens posaient ces mêmes questions à Dadis Camara, ces ripostes, tu vas voir les vidéos de M. Dadis Camara, si tu ne le connais pas. Et sa position vis-à-vis des impérialistes, tu vas connaître. Peut-être tu es un enfant, tu viens de naître, je ne sais pas. Ou bien tu ne connais pas l'histoire de la Guinée, tu ne connais pas l'histoire de Dadis Camara et Alpha Condé. Il faut essayer de te renseigner. Voilà, donc ce que je dis, ce n'est pas des choses qui ne sont pas fondées. Ce sont des choses fondées. Vous comprenez? Ces choses sont fondées. Ce n'est pas des choses infondées. C'est fondé. Donc tu dois comprendre. Voilà. Ismaël connaît, merci mon frère. Ce Seni Bahiri là, c'est lui qui connaît rien. Et tu dis, on n'a qu'à aller lire, on n'a qu'à aller travailler. Mon frère, tu ne payes pas ma maison. Tu ne payes pas ma nourriture, tu ne payes pas mes habits. Voilà. Donc, il faut savoir que même si je fais des vidéos, je sais ce que je fais. Et je gagne mon argent, je gagne mes habits, je paye mon loyer. Donc, il faut, c'est pas parce que je fais les vidéos, tu vas penser que voilà, je ne fais. Si je ne fais rien, il faut manger. La connexion d'ailleurs, tu dois savoir que c'est de l'argent. Hein. En Europe, ici, c'est 45 € par mois. Voilà, pour avoir une connexion. Donc, il faut savoir que 45 € convertis en francs CFA, tu sais ce que ça fait. Ça est déjà dans les 30 000 francs CFA. Donc, équivaut à, par exemple, c'était comme si j'étais en Côte d'Ivoire et par mois, je payais 35 000 francs. Ou bien 30 000 CFA pour avoir la connexion. Donc, il faut savoir que je paye ma connexion, je paye mes habits pour m'habiller, mes chaînes que je paye, ma nourriture, ma maison et tout, c'est pas toi qui payes. Voilà, moi je suis là pour parler de l'Afrique. Et si cela te dérange, tu peux te déconnecter paisiblement et aller là où cela ne te dérange pas. Tu peux aller lire un roman. Ce n'est pas un roman qui va cultiver, parce que quand tu lis dans la discrétion, ce n'est pas tout le monde que tu vas enseigner. Moi, quand je fais mes vidéos, tout le monde écoute. Et chacun pille une leçon de moralité. Mais par contre, si je voulais étudier seul, je peux connaître ce que je vous dis et m'asseoir seul. Et ce n'est pas normal. Parce que nous sommes là aussi pour conscientiser les gens, pour parler de la réalité de la société. Voilà, donc si toi tu ignores cela et que tu penses que chacun devrait avoir sa connaissance et se cacher quelque part, je pense qu'on n'allait pas évoluer. Les Européens, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ce n'est pas les grands philosophes, d'ailleurs ils ont écrit des livres, des romans, pour que vous Africains et nous Africains, on étudie ensemble. Donc si eux, ils avaient leur connaissance et qu'ils avaient gardé ça précieusement, je pense que tu n'allais pas connaître un philosophe. Parce que les Africains, ils n'ont même pas écrit un livre de philosophie. Ils n'ont rien écrit. On étudie tout ça, la philosophie des Européens. Tu penses que si les Européens, ils connaissaient et qu'ils se taisaient, toi, tu allais étudier la philosophie à l'école? Tu allais étudier ça? Jamais. C'est leur connaissance qu'ils ont partagée avec nous. Donc nous, si on refuse, si on ne veut pas écrire des livres, et que nos connaissances, on veut partager ça à travers des vidéos, mais vous devez dire Dieu merci. Vous devez nous encourager au lieu de nous dénigrer. Alors, quand je dis il n'a qu'à prendre Dadis Camara pour l'amener en Guinée, c'est un crime. Dadis Camara, il est quoi? Ce n'est pas un Guinéen, ou bien il n'a pas la même couleur de peau que toi, ou bien c'est un démon. Qui n'a jamais péché dans ce monde? Qui n'a jamais commis un péché? Tu es tellement religieux que non, quoi? Tout le monde a péché. Alors, même s'il a péché à un certain moment, c'était au nom du peuple guinéen. Il ne voulait pas voir la Guinée souffrir. Mais si vous avez vu ça mal, et que certains militaires ont commis une barbarie, mais ok, comme c'est lui qui était le chef, il assume. Il assume. Mais à un moment donné, pardonnez-le. C'est pas en étant en Guinée, c'est pas en étant au Burkina. Est-ce que c'est la justice qui est faite là-bas au Burkina? Est-ce qu'il est devant une cour de justice au Burkina? La justice ne fait rien là-bas. Donc vous ne pouvez pas dire non, comme il a tué, la justice doit être faite. Donc ils sont là les poursuivre là-bas au Burkina. Il n'y a pas la justice. Pardonnez ce monsieur, il va venir travailler avec vous. C'est clair. Laisse-les vauriens là. Merci. C'est la vérité. Laisse-les. Ok, merci à vous. Donc nous allons essayer de passer du côté de monsieur Alassane Ouattara. Vous savez, la France a proposé un truc, parce que ce qu'ils ont voté là, c'est la France qui a proposé ça. C'est monsieur Emmanuel Valls qui a proposé cette loi-là de la lutte contre le réchauffement climatique dans ce monde. Donc, monsieur Emmanuel Valls a proposé cette loi et l'humanité entière a voté.
Mais laissez-moi vous dire, cette loi est un piège pour les pays faibles. Les pays nucléarisés, les pays forts, les pays puissants, eux là, ils peuvent violer cette loi et puis ça va nulle part. Personne ne peut les attaquer. Par exemple, la France même a proposé cette loi. Les autres grands pays, les pays puissants ont voté cette loi. Ok. La France elle-même qui a proposé la loi, elle va encore violer la loi. Est-ce que de la manière elle a proposé la loi pour dire contre le réchauffement climatique, vous avez voté là? Quelle centrale nucléaire la France a fermée? Mais c'était dans le but de fermer les centrales nucléaires, de ne pas dégager assez de gaz. Mais la France continue toujours de produire les nucléaires, de faire encore, de produire assez de gaz pour injecter ça dans l'atmosphère. Est-ce que ça a changé? Non, cela n'a pas changé. La France continue. Eux-mêmes ont encore des projets de construire encore des nucléaires. Or, vous avez signé cet accord, c'était de réduire les nucléaires. Vous comprenez? Mais eux, ils ne réduisent pas. Ils produisent davantage les nucléaires. Et aucun pays européen ne peut réduire ses nucléaires. À moins que ce nucléaire représente un risque, un danger pour leur propre peuple et non pour l'humanité entière et non pour le réchauffement climatique. En ce cas, ils vont essayer de fermer ça parce que ça représente un danger pour la population de ce pays et la vie de ce pays et non pour le monde entier. Vous devez comprendre. Donc, quand les gens comme ça, ils vous proposent des lois, essayez de voir plus loin. Ces lois proposées par la France, qui est le COP 21, qui dit que non, on doit réduire la production des nucléaires, on doit réduire les grandes usines qui dégagent assez de gaz pour ne pas essayer de dégrader le réchauffement climatique ne puisse pas prendre de l'ampleur. Mais vous savez, c'est pour empêcher les pays africains de s'industrialiser. Parce que qui parle d'industrie a besoin de grandes usines et ces usines vont dégager des gaz. Alors, vous, pays africains, vous signez cette fameuse loi. Quel pays africain qui produit, qui a une grande usine de production de trucs, de nucléaire, ou bien de fabrication de trucs, de véhicules, ou bien d'avions, ou bien, je ne sais pas, des fusées, de tout ce qui puisse exister, des bateaux, et puis vous produisez assez de gaz dans l'atmosphère? Non, aucun pays africain. Vous ne produisez pas assez de gaz. Vous ne produisez pas assez de gaz. Allez-y en Russie, vous allez voir ce qu'ils produisent. Allez-y aux États-Unis, vous allez voir ce qu'ils produisent. Allez-y en Amérique, vous allez voir ce qu'ils produisent. Allez-y en France, vous allez voir ce qu'ils produisent. En Belgique, on n'en parle pas. En Allemagne, on n'en parle pas. En Chine même, là, c'est la mort. Au Japon, on n'en parle pas. Mais est-ce que ceux-là, ils réduisent leur nucléaire? Leur centrale nucléaire, est-ce qu'ils réduisent ça? Ils ne réduisent pas. Mais ils proposent une loi comme ça, vous ne voyez pas le futur. Eux, ils ne vont pas réduire. Et il n'y a aucun pays qui peut les attaquer. Parce qu'ils ont refusé de réduire. Ils vont encore produire d'autres centrales nucléaires, d'autres usines qui vont pourrir l'atmosphère. Mais eux, ils ne vont pas réduire. Et ils vont toujours produire. Et ils vont essayer de faire croire aux pays en voie de développement, là, aux pays pauvres, là, de dire, hey, on condamne ça, en face, ils vont essayer de critiquer ça, mais dans le fond, ils sont ensemble. Dans le fond, ils sont ensemble. Et ils ne pourront jamais attaquer ces pays-là. Ils vont dire, oh, ils ont violé ça, ce n'est pas normal, et ils vont parler. Mais quant aux pays pauvres, là, si vous voulez vous industrialiser, ils vont dire non, il y a une loi qu'il faut respecter. Le COP 21, on avait signé pour dire, impossible de construire ces usines, ces grandes usines, impossible de construire cela. Donc, il ne faut pas violer la loi. Et si tu es têtu, tu veux violer cette loi, ils vont intervenir militairement pour détruire ton pays. Parce que tu n'as pas les armes, tu n'as pas une force de dissuasion pour essayer de les intimider. Et ils vont détruire ton pays. Ils vont t'empêcher de t'industrialiser. Voilà cette loi qu'ils ont votée. Et c'était le danger de l'Afrique. Mais les Africains, ils n'ont pas compris. Ils savent voter parce qu'on les a demandé de venir voter. Et demain encore, vous allez dire c'est les colons. Mais ce n'est pas les colons qui ont payé ton billet d'avion, de prendre un avion, de venir au Maroc et de signer cette fameuse loi. Mais est-ce qu'en signant, tu as vu clair, tu as vu devant, tu as vu le futur? Mais vous ne voyez pas. Et cette loi, pour sortir de cette loi, ça va être très difficile. C'est ce qu'ils nous ont piégés. Ils ont dit ces pays. Et les pays africains, ils n'ont même pas réfléchi. Ils ont signé. Mais aujourd'hui, est-ce que la CPI poursuit les grandes puissances? Ceux qui commettent des délits dans les pays puissants, est-ce que la CPI les poursuit? Non.
C'est normal pour ces pays que ceux-là, ils assassinent des gens. Mais par contre, les pays africains, quand tu fais une erreur, ils sont derrière toi. C'est cette même fameuse loi appelée COP 21. C'était ça dans le but. C'est-à-dire obliger, faire semblant pour réunir les grandes puissances et essayer d'appeler, rapprocher les petits pays pour signer cette loi. Une fois cette loi signée, les grandes puissances ne vont pas respecter cette loi. Mais les pays les plus faibles, ils vont les obliger à respecter cette loi. C'est pour les empêcher de s'industrialiser, pour ne pas les concurrencer sur le plan international. Voilà le projet de la France. Et les Français, ils sont très forts sur le plan politique. Mais les Africains, les négros là, ils ne voient pas ça. Ils viennent ici, M. Alassane Ouattara. On vous demande, tous les Ivoiriens et tous les Africains vous demandent cette loi, fameuse loi COP 21 que vous avez signée là. Quel est le bénéfice de cette loi? Quel est le bénéfice de cette loi? Parce qu'on voit Abidjan a été émergé, submergé par ces pluies, ou bien cette pluie, ou bien ces pluies diluviennes dans ces temps-ci. La pluie a chassé les gens dans leur maison. Mais tu avais signé cette loi, M. Alassane Ouattara, dans le but de protéger la vie des Ivoiriens. Parce que je ne peux pas comprendre. Un président qui vient signer au nom de son pays, c'est pour protéger aussi son peuple. C'est pour ne pas qu'il y ait la saison sèche, la sécheresse basse sa campagne. C'est pour ne pas aussi que la pluie détruise son pays. C'est pour protéger son peuple. Mais on va vous signer cette loi. Mais la pluie chasse les gens, les habitants d'Abidjan, ça les chasse à Abidjan. Et les gens, ils n'ont même plus de dortoir. Des gens, ils meurent dans ces pluies. C'est pourquoi tu as signé cette loi. C'est pour que la pluie tue les gens de la Côte d'Ivoire que tu as signé cette. Ou bien c'est quoi? Quel est le projet de cette loi? Ça veut dire quoi? Ou bien c'est d'empêcher la Côte d'Ivoire de construire les grandes usines, de s'industrialiser. Mais vous voyez, c'est ça on dit. L'homme noir, avant de signer des choses, il ne réfléchit pas beaucoup. Quand l'homme blanc il vient, il vous ment, il vous blague, prenez un instant. Allez-y en arrière pour réfléchir. Demandez aussi la vie du peuple. Parce que nous, on n'est pas président, nous ne sommes pas des leaders, mais on est là, on voit. Et ceux qui sont hors du pouvoir, eux, ils voient tout ce qui se passe. Mais vous êtes au pouvoir, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Ou bien vous signez ces lois-là parce que c'est vos amis qui sont les François Hollande, les Barack Obama. Mais les États-Unis se sont retirés. Ils ont dit non. Donald Trump, il a vu que cette loi-là, ça ne sert à rien. Il s'est retiré. Eux, ils voient, et les Américains, vous pensez que quoi? Ils disent cette loi-là, c'est du bordel. Que c'est d'empêcher les États-Unis d'être puissantes. Vous comprenez? Donc, ils se sont d'être puissants plutôt. Ils se sont retirés de cette loi. Mais vous êtes impuissants. Vous n'avez même pas encore les vraies armes. Et c'est vous qui signez ces lois. Maintenant, si un pays africain veut construire des fusées, des armes de dissuasion, ils vont dire non. La loi empêche de faire ça. La loi nous empêche de faire ça. La loi là, s'empêche de faire ça. Et vous allez dire oui, et si tu ne veux pas respecter, ton pays sera maté. Ils vont détruire ton pays parce qu'ils vont dire votre président avait signé de respecter les engagements de la globalisation. Et ça, tout ça, c'est la globalisation. Ce sont des stratégies d'empêcher les autres pays qui sont déjà faibles de devenir forts pour qu'ils puissent les malmener sur tous les plans. Le plan économique, le plan politique, le plan militaire et tout. Tout ce qui concerne tous les domaines pour les malmener. Alors, pourquoi vous signez ces genres de lois? Pourquoi? L'ONU encore propose que non, il faut cesser les armes nucléaires. Il faut cesser les armes nucléaires. Et les Africains négros, ils vont encore leur proposer cela. Ils vont dire oui, il faut cesser les armes nucléaires. Ils vont signer ces lois bidons là. Or, ceux-mêmes qui proposent de cesser les armes nucléaires, eux-mêmes, ils ont déjà les armes nucléaires. Donc, ils vont vous obliger encore de signer ces lois pour ne pas que toi, qui es faible, pour ne pas que tu produises un jour l'arme nucléaire. Comme ça, ceux qui ont déjà l'arme nucléaire, ils vont toujours avoir l'avantage sur toi. Mais par contre, ils vont violer cette loi. Que l'ONU propose, parce que l'ONU a voté une loi pour dire qu'il ne faut plus produire les armes nucléaires. Et ils vont demander aux autres pays africains de voter pour reconnaître que non, il ne faut plus un pays va produire l'arme nucléaire. Et vous allez signer ces fameuses lois. Mais une fois ces lois, d'ailleurs ils avaient déjà fait ça. Et les pays, les négros là, ils ont signé ces lois là. Donc, c'est ce qui fait que quand un pays africain veut produire l'arme nucléaire, par exemple la Libye, Kadhafi voulait faire l'arme nucléaire. Pour ceux qui ne le savent pas, ils ont dit non, il y avait une loi qui avait été signée. Kadhafi doit respecter la diplomatie. Kadhafi a renoncé. Il a renoncé à la production de l'arme nucléaire. Et c'est ça, ils ont réussi à le fragiliser. Mais par contre, la Corée du Nord a refusé de signer.
cette convention de l'ONU. La Corée du Nord dit, elle ne signe pas, histoire de dire, il ne faut pas produire l'arme nucléaire. Elle doit produire l'arme nucléaire pour protéger son peuple. Et la Corée du Nord a réussi. Aujourd'hui, les Américains, ils cherchent, mais ils ne peuvent pas attaquer le petit pays appelé la Corée du Nord. Ils peuvent attaquer. Vous comprenez? Et si la guerre perdue, ils peuvent gagner. Mais pour gagner, là, l'Amérique aussi va souffrir. Ils vont perdre beaucoup d'éléments. Ils vont voir leur flotte détruite sur la mer. Ah oui, eux, ils vont voir leurs soldats mourir. Donc, ils savent ce qui les attend si jamais ils attaquent. Ils vont gagner certes, mais ils vont perdre des millions de personnes. Parce que la Corée du Nord est un pays très armé. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas la Syrie. Ils ont des missiles balistiques qui peuvent traverser d'un pays à un autre pays. Depuis ici, ils peuvent lancer, qui peuvent atteindre 2000 km, 6000 km. Donc, ils ont ces missiles-là pour bombarder là où il faut. Donc, depuis la Corée du Nord, ils peuvent frapper même jusqu'en Europe. Donc, la France ne peut pas déclarer la guerre à la Corée du Nord. Parce qu'elle sait que non, si elle déclare la guerre, il y aura une frappe nucléaire qui peut atteindre le territoire français. Vous comprenez? Donc, ces pays, ils se sont dotés des armes capables d'influencer aussi l'ennemi. Donc, quand ils voient que l'autre, il est armé, et que le pays n'est pas grand, mais le pays n'est pas grand, mais ce pays est armé. Et si tu attaques ce pays, tu sais que tu vas aussi laisser ta peau là-bas. Tu vas gagner certes, mais ce que tu vas laisser là-bas, là-dedans, toi-même tu vas regretter. Et ton peuple sera traumatisé. Parce que ce qui va tomber sur ton territoire, non, tu vas apprécier. Donc, voilà une Corée qui a vu clair depuis les années précédentes, qui avait vu clair, qui a dit un refus de signer. Mais les pays africains ont signé, sachant bel et bien que nous n'avons même pas des armes capables d'influencer les autres pays puissants. Et on signe. Maintenant, l'ONU encore vote une nouvelle loi pour dire il faut détruire ces armes nucléaires. Plus un pays va produire l'arme nucléaire. Et ces pays vont suggérer cette proposition aux pays africains là, ils vont encore signer sans penser. Mais par contre, ces pays puissants, vous pensez que la France va rester là détruire son arme nucléaire? Vous rêvez quoi? Les États-Unis vont détruire leurs armes nucléaires? Vous rêvez? Les Russes? Non. Eux-mêmes, ils vont dire oui, on détruit. Mais qui surveille le sous-sol? Où se passent les fabrications de tout ça? Qui surveille là-bas? Non, personne ne surveille. Ils sont là-bas, ils vont produire toujours leurs armes. Et nous, on va rester toujours en arrière. Donc, arrêtez de signer des lois que vous ne connaissez pas. Si vous ne voyez pas clair, ou bien si vous pensez que c'est vos amis là, essayez de voir aussi à chercher à interviewer le peuple. Vous pouvez faire micro-trottoir pour que chacun puisse donner son avis. Vous dites, mais le COP21 qui propose que non, le réchauffement climatique, pour lutter contre ça, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et les gens, ils vont donner leur avis. Les gens qui voient clair, chacun puisse donner son avis. En Côte d'Ivoire, on peut faire micro-trottoir, interview les gens qui passent, les passants. Oui, n'importe qui passe, tu l'interviews, il va essayer de parler pour donner son avis. Vous lui expliquez ce que les gens ils veulent faire là-bas, au COP21. Chacun va donner son avis. Et ça peut, il y a d'autres qui vont voir clair. Et ça peut interpeller le gouvernement, pour que le gouvernement puisse savoir marcher pour dire, moi je ne signe pas. Si tu ne signes pas, ce n'est pas une obligation. Là, si on te force de signer, c'est qu'il y a un problème. Parce que si tu refuses de signer et qu'on t'oblige forcément de signer, c'est qu'il y a un problème. S'il y a sécheresse chez moi, là, laissez-moi solo comme ça. Parce qu'on a toujours vécu comme ça. Vous voulez lutter contre le réchauffement, lutter plutôt pour le Sahara. C'est là-bas, il fait chaud. Lutter pour le Sahara, laissez les autres pays, parce que nous, on connaît toujours deux saisons. Il y a la saison sèche et la saison pluvieuse. La saison des pluies. Donc, à la Côte d'Ivoire, on est toujours deux saisons. Vous voulez lutter contre ça? Ok, c'est ça qui va empêcher la saison sèche en Côte d'Ivoire? Rien. Mais je pense qu'il y a une saison sèche en Côte d'Ivoire. Alassane, tu as signé la saison sèche là. Ou bien ça ne va plus arriver sur le territoire ivoirien. Saison sèche, les Ivoiriens ne vont plus connaître la saison qu'on appelle la saison sèche. Ils ne vont plus connaître l'harmattan en Côte d'Ivoire. Mais arrêtez-moi ça. Vous signez des accords qui vont essayer de détruire le continent africain. Mais ça me fait mal parce que ce n'est pas moi. Je vois les choses, je vois et je connais la stratégie de ces Européens-là. Mais toujours le négro, le passé ne donne pas une leçon fiable au négro. Ils signent des accords bizarres qui vont mettre son continent en arrière. Voilà le danger du négro. Et c'est malheureux. Parce que nous les autres, quand on parle, on ne veut pas nous écouter. Et toi, tu sais faire la politique, tu connais la politique. Quand les grands parlent, il faut se taire. Mais les grands, ils font des erreurs. Les grands, là, ils font des erreurs. Donc, nous les petits, on est là, on voit clair. On voit. Et ce que les grands devraient faire, ils ne font pas ça.
ou bien ils ont peur, ou bien c'est pour nous faire mal. Nous, la génération future, ou bien cette génération. Et nos enfants qu'on va mettre au monde, c'est pour faire mal à nos enfants. Et c'est pour nous faire mal, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne connaît pas leur objectif, leur vision réellement des choses. Mais ils posent des actes qui ne nous arrangent pas, nous, et qui ne vont pas arranger nos enfants que nous allons mettre au monde, et qui n'arrangent même pas à notre continent. Voilà le danger de l'Afrique. Donc, quand on vous dit la vérité, reconnaissez. Reconnaissez. Et en Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien n'est sorti pour dire, militer pour dire. Là, il ne s'agit pas de pro-Alassane ou pro-Gbagbo, ou bien pro-Bédié, ou pro-Soro, ou pro-Blé Goudé. Il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. À Alassane, il ne faut pas signer cet accord. Tous les Ivoiriens pouvaient dire, on ne veut pas, on ne veut pas. Alassane ne signe pas cet accord. Ne signe pas comme Verdien. Ce n'est pas un accord qui peut arranger la Côte d'Ivoire. Tu as signé là. Voilà, faisons des pluies, les pluies diluviennes qui s'abattent sur la Côte d'Ivoire. Les gens, ils meurent. Ça tue les gens, ça prend voiture des gens, ça les jette ça jette voiture des gens dans les caniveaux, ça assassine les gens. D'autres, ils fuient même les maisons, ils ont leurs matelas sur leur tête, fauteuil autour. Mais attendez, cet accord-là, ça apporte quoi aux Ivoiriens en réalité? Ça apporte quoi? C'est la pluie qui vient nous apporter pour nous tuer. Si c'est ça là, on préfère quand même le soleil. Si c'est pour apporter pluie pour tuer les gens, pour ne plus que les gens, non. Ils aillent au travail, mais on préfère le soleil que d'avoir une pluie diluvienne qui va tuer les gens à chaque seconde, à chaque moment, bloquer tout. Parce que s'il y a la pluie, si toutes les maisons sont submergées par la pluie, qui va encore prendre voiture pour aller au travail? Tu vas marcher quand même pour aller au travail. Donc les choses ne vont pas fonctionner. Tout sera cloué, stoppé à cause de la pluie. Et les gens vont mourir dans ça. Ils ne pourront même pas dormir. Ils vont s'arrêter sur les toits. Pour chercher à manger, même il n'y aura pas de marché parce que tout est fermé. Les marchés sont submergés par la pluie. C'est ça que tu allais signer au Maroc là-bas. Si c'est ça, il faut nous dire. Si c'est le bilan de ça là, parce que tu as signé, voilà la pluie qui vient, ça tue les Ivoiriens. Si c'est ça, si c'est le bilan vraiment, monsieur Alassane, il va renoncer cette signature pour dire ça ne nous arrange pas, ça n'arrange pas les Ivoiriens. Et d'ailleurs, ça n'arrange pas les Africains. Voilà, ça me fait tellement mal, moi complet. Moi complet, ça me fait mal. Donc, laissons l'histoire de ça. Passons aux membres du FPI. Voilà M. Afi Ouguessa et M. Aboudraman Sangaré, qui prétendent être les leaders lumineux du parti appelé le FPI, qui prétendent représenter M. Laurent Gbagbo sur le terrain. Mais je pense que les Ivoiriens ont eu le malheur d'avoir confiance à ce parti politique appelé le FPI. Parce que si on avait su réellement que c'était de la plaisanterie que ces gens-là ils voulaient faire avec nous, mais je pense que les gens ils n'allaient pas donner leur poitrine pour mourir. Moi, vous voyez, c'est au but qui m'a, je ne sais pas si vous voyez mon pied ici, c'est au but qui m'a brûlé le pied à Yopougon. Mais vous savez, on a eu confiance à ce parti politique, on s'est battu pour essayer de dire on ne veut pas que les blancs ils nous dirigent, on ne veut pas. Moi, j'étais là, mon objectif c'était pas d'avoir un problème avec mon frère noir. Mon problème c'est que les blancs qui étaient cachés derrière les noirs, c'est ça qui me donnait la rage. Et ça m'énervait tellement de voir un blanc pousser mes propres frères noirs à les alimenter, les pousser à faire la guerre contre les noirs. C'est ça qui me faisait, et c'est la rage que j'avais. Sinon, pour dire mon frère noir, non, on peut causer, on peut s'asseoir. Mais dès que le blanc est derrière lui, il ne peut plus vouloir discuter avec toi. Non, non. Même si c'est ton frère, tu lui proposes le dialogue, lui, il va vouloir t'assassiner. Mais s'il n'y a pas de blanc derrière lui, et que ce sont ses propres pensées, et qu'il est excité, ou bien excité de te faire du mal, tu peux essayer de le calmer, calmer ses humeurs, s'asseoir et discuter, et essayer de le faire comprendre. Peut-être il va être d'accord sur certains points avec toi et ne pas être d'accord sur certains points avec toi. C'est ça aussi, quand nous faisons les vidéos, d'autres sont d'accord sur certains points avec nous et d'autres ne sont pas d'accord sur certains points avec nous. Parce qu'on ne peut pas avoir tous et toutes les mêmes idées. Voilà, moi, c'est que je pense que c'est bien. L'autre, il peut trouver que non, c'est pas bon. Mais par contre, je peux dire aussi certaines choses qu'il va approuver. Lui aussi, il peut me suggérer des choses que je vais dire, oui, ça c'est vrai. Donc, on est dans cette tendance et c'est ça le monde. Vous comprenez? Donc, nous avons fait confiance à ce parti politique appelé le FPI. Pour ça, il y a eu des Ivoiriens qui sont morts. D'autres, ils sont aujourd'hui en prison. Nous, comme ça, nous sommes en exil. Beaucoup, ils souffrent au Ghana, au Maroc, au Libéria et tout.
Et malheureusement, il y a d'autres qui sont aujourd'hui sous la terre. Malheureusement, il y a d'autres qui font la prostitution, les filles, parce que qui ont vu leur maison détruite et tout ça. Ou bien leurs biens qu'elles avaient assez de trop, ces biens ont été détruits. Donc, ces filles n'ont plus rien à faire que de se vendre pour pouvoir se nourrir. Il y a certaines familles qui dorment même sous la belle étoile, parce que si cette guerre n'arrivait pas, la famille Bondi n'allait pas dormir dans les rues. Une solution allait être trouvée. Les Libanais n'allaient pas malmener les Ivoiriens sur leur propre territoire pour chasser les Ivoiriens de leur propre maison pour que les Libanais puissent s'installer. C'est inadmissible. Donc vous voyez, cette guerre a causé beaucoup de choses. Mais au lieu de faire les bonnes choses, ce parti politique nous montre de la plaisanterie. Et moi je regrette si tous les Ivoiriens, ils savaient que c'était ça, la vision de ce parti politique, aucun Ivoirien n'allait se donner la poitrine pour ce parti politique. Ce que ce parti politique fait aujourd'hui, non, on n'attendait pas de ça à ce parti politique. On voyait plutôt un parti politique vaillant, courageux, où l'union règne, où la cohésion sociale règne. Mais un parti politique qui allait décevoir les gens suite à une crise, où les gens ils vont de gauche à droite, d'autres ils reculent, d'autres vont de l'avant, on ne sait même pas quelle lutte ils mènent, et ils sont désorganisés, désunis. Et moi, le regret, c'est que les gens ils se sont battus pour ça. Et votre récompense, c'est ça là. C'est ça vous nous donnez. Mais je pense qu'un parti politique, toujours c'est quelqu'un qui forme un parti politique. C'est un groupe d'individus, mais c'est une personne qui envoie les idées. Et il s'en va voir croiser d'autres collègues. Et ensemble, ils se mettent ensemble. Et ceux qui ont les moyens financent. Ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui ont les idées, apportent leurs idées. C'est ça aussi la création d'un parti politique. Moi, je peux avoir les idées, ou bien ne pas avoir les moyens, ou bien avoir les moyens, et puis je dis, ah, je veux créer un parti politique. Mais j'ai les moyens, je crée un parti politique. Moi seul, je ne peux pas proposer, puis non, je suis obligé de voir certaines personnes pour dire, ah mes frères, les moyens sont là, je veux qu'on crée un parti politique. On fait comment? Eux maintenant, ils ont des idées. Et il y a d'autres qui n'ont pas de bonnes idées, mais ils ont les moyens. Ils vont dire, ah, proposer seulement, nous on va financer. Le plus important, c'est que notre parti n'a qu'à être un parti fort. Donc, d'autres vont financer, d'autres vont proposer les idées, et d'autres seront là pour recruter, parce que leur spécialité, c'est de recruter. Donc, ils vont aller recruter les bonnes personnes, des jeunes vaillants, qui peuvent aller aussi recruter, et essayer d'emmener au sein de ce parti beaucoup de trucs, de personnes, pour que ceux qui sont dans ce parti puissent avoir la masse populaire. C'est ça aussi l'objectif d'un parti. Et ceux qui décident, les décideurs, ils sont là pour fixer les objectifs de ce parti. Vous comprenez? Donc c'est ça un parti politique. Si Gbagbo et d'autres personnes se sont unis pour créer ce parti, d'autres ont financé, ce parti a été financé et ce parti s'est agrandi en Côte d'Ivoire. Malheureusement, Laurent Gbagbo a été arrêté. Mais ce n'est pas parce qu'il a été arrêté que ce parti n'avait pas des objectifs. Ou bien, le parti n'avait pas d'objectif et puis c'est Laurent Gbagbo, c'est qu'il disait aujourd'hui, vous faites ça. Et quand il dit et que vous faites ça, cette idée-là, vous plâtrez ça. Donc c'est fini. Ces idées-là ne sont plus les idées du parti. Mais je pense que avant de bâtir ce parti avait une vision, des objectifs. Un combat bien ciblé. Donc si Gbagbo est arrêté, mais les idées de ce parti ne doivent pas mourir. Les objectifs de ce parti ne doivent pas mourir. La vision de ce parti ne doit pas mourir. Mais vous enterrez tout ça. Et vous attendez toujours Laurent Gbagbo. Et on suppose s'il était mort. Je touche du bois. S'il était mort, c'est comme ça que vous allez faire. Pour dire on attend encore pour que son mort, la mort, ou bien son corps se réveille des morts pour pouvoir diriger le parti. Mais c'est un exemple que c'est une leçon que la vie vous donne. Il a été arrêté. Vous faites quoi? Les objectifs, les idées, la vision de ce parti sont tous là. Mais vous nous prenez comme des animaux. Parce qu'il est arrêté, aucune lutte ne doit être continuée. Tout doit s'arrêter. Non, mais c'est à vous de lutter pour le sauver. Et vous pouvez le sauver en faisant quoi? C'est en prenant le pouvoir. C'est quand tu es au pouvoir que tu as toutes les forces. C'est quand tu es au pouvoir que tu contrôles tout dans ton pays. C'est quand tu es au pouvoir que
les gens, les opérateurs économiques, ils viennent négocier avec toi. Les hommes d'affaires, les grands hommes puissants, ils viennent négocier avec toi. C'est là aussi, toi aussi, tu proposes ce que tu veux. C'est ça le dialogue. Mais tu es dans l'opposition, tu ne représentes rien. Si un opérateur économique veut venir dans ton pays, il n'a pas affaire à toi. Il discute plutôt avec le président, le ministre des Affaires intérieures, le ministre des Affaires étrangères. Il discute avec ceux-là. Vous comprenez? Il ne discute pas avec l'opposition. Il n'a rien à foutre. Parce que ce n'est pas l'opposition qui décide. C'est le président. L'autorité de ce pays qui décide. Et quiconque est président, tous ceux qui vont venir doivent discuter avec ce dernier. Parce que c'est lui qui maîtrise. Il a les dossiers du pays. Alors, vous voulez libérer des prisonniers. Mais vous ne posez pas des actes réels pour libérer ces prisonniers. C'est en cherchant à s'accaparer du pouvoir. Une fois au pouvoir, la libération de Laurent Gbagbo, ça sera un petit problème. Ça sera un petit problème. Parce que le procès à la CPI, quand on dit l'ONU finance, c'est l'État ivoirien qui finance ça. Et qui est l'État ivoirien? Alassane Ouattara, il représente le chef de l'État ivoirien. Vous comprenez? Et donc, c'est lui qui prend l'initiative, l'engagement de signer et d'envoyer l'argent, financer l'ONU pour que ce procès puisse être actif à la CPI. Vous comprenez? Et donc les avocats de Laurent Gbagbo et Blé Boudé, eux ils sont contents. Ils ont eu leur contrat, on dit il y a un procès. Tant que ça continue, eux ils reçoivent leur jeton. Peut-être ils sont payés à 15 000 € par mois, 10 000 € par mois, mais ils sont heureux. Si c'est toi, est-ce que tu vas vouloir que ce procès se stoppe? Non, tu ne vas pas vouloir. Parce que d'autant que ce procès continuera, eux ils deviendront des millionnaires, sinon que des milliardaires. Vous comprenez? Parce que si ce procès prend fin, ils n'ont pas encore autre contrat. Ce sont des avocats. Ils ont besoin d'un contrat pour aller travailler, défendre des gens pour pouvoir avoir de l'argent. Dans ce procès-là, s'ils arrêtent ça demain, ceux-là, ils n'ont même plus besoin de travailler dans leur vie. Ils sont riches. Ils sont devenus des milliardaires ou bien des millionnaires. Ils n'ont plus besoin de travailler encore. Ils n'ont plus besoin de travailler. Parce que ce qu'ils gagnent là, 15 000 € par mois, 10 000 € par mois, vous savez ce que ça fait. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup de millions en France, c'est pas. Souvent même, ils sont mieux payés même que nos ministres de la Côte d'Ivoire. Mais nos ministres de la Côte d'Ivoire, ils volent. C'est dans le vol qu'ils deviennent riches. Sinon, ceux-là, leur salaire qu'ils gagnent là, ils sont souvent même bien payés que les ministres de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, eux, leurs objectifs, c'est que le procès n'a qu'à continuer. Et c'est ce jeu qui joue. Vous, par contre, vous êtes là, au lieu de mener un bon combat, pour viser le pouvoir, devenir président, pour pouvoir mener les négociations sur le plan international. Si vous êtes président, est-ce que vous allez vouloir que les prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont encore en prison? Non. Parce que c'est vous qui allez décider qui doit être en prison, qui ne doit pas l'être. Ah oui, vous allez avoir une influence sur les juges. De la manière, le pouvoir de Ouattara a attrapé les jeunes patriotes pour les mettre en prison. Si c'était vous là, est-ce que vous allez vouloir que ces jeunes patriotes soient en prison? Est-ce que vous allez accepter? Vous allez dire libérez-les. Mais tant que vous refuserez d'être dans l'opposition et ne pas participer aux jeux politiques, ne pas viser le pouvoir, mais ils vont tous crever en prison parce que le pouvoir de Ouattara n'est pas prêt pour les libérer. Alors, si vous venez au pouvoir, c'est vous qui pouvez les libérer. Si vous venez au pouvoir, c'est vous qui pouvez négocier avec l'international pour le sort de Gbagbo et Blé. Voilà le vrai problème. Maintenant, au lieu de penser à ça, vous jouez un petit jeu là, et ça fait maintenant, je pense que ça fait 6 ans que vous jouez à ce jeu. À un moment donné, les Ivoiriens, ils vont en avoir marre. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas continuer dans ce jeu. Nous, on vieillit, hein? On vieillit. On veut des personnes concrètes, des hommes honnêtes, des personnes sincères pour évoluer. Nous ne voulons pas des plaisantins pour mener la lutte. Et vous allez faire, à un moment donné, vous allez faire, et puis les gens, ils vont commencer à fuir Laurent Gbagbo. Vous voyez ceux qui partaient à la CPI pour manifester là-bas, ils ont diminué. Vous allez faire un moment donné, puis d'autres vont dire, oh, on s'en fout. Parce que si ça se passe comme ça, c'est Laurent Gbagbo, il ne parle pas, et puis il a mis, donc il veut rester en prison. On s'en fout, nous on veut mener notre lutte, et les gens, ils vont créer un nouveau mouvement pour essayer de mener la lutte. Parce que nous n'allons pas rester dans ces bêtises jusqu'à ce que 2020 arrive avec vous. On vous donne un dernier temps. Cette année 2017, là, faites tout, vous allez vous réconcilier. Faites tout, vous allez vous réconcilier. Pour que 2018, on puisse avoir un combat norme. Et un combat noble
du côté des membres du FPI. Un combat offensif et non un combat distrait, un combat désordonné, un combat tohu-bohu, un combat, je ne sais pas, du désordre. Non. Si l'année 2017 passe et que vous êtes dans cette bêtise, on sait qu'il n'y a plus d'avenir pour le FPI. Il n'aura plus d'avenir parce qu'on va regarder les années passées. 6 ans. 6 ans passés, vous refusez de vous réconcilier et vous êtes dans cette bêtise. C'est pas en 2018 là, jusqu'en 2020 que vous allez vous réconcilier. Et dès lors, nous allons voir clair. Et les mouvements, les jeunes, ils vont créer un autre mouvement pour essayer de conquérir le pouvoir en 2020. Nous allons proposer comme les professeurs à Bon, le panafricain là. On va aller chercher des gens comme ça pour représenter la jeunesse ivoirienne, pour mener la lutte. Parce que si vous ne voulez pas vous relever de vos bêtises, si vous ne voulez pas prendre conscience, nous on va vous fuir. La jeunesse ivoirienne va vous fuir. Et on fera des vidéos. Et même peut-être on sera actif sur le plan national pour parler et conscientiser la jeunesse ivoirienne pour dire si le FPI n'a rien fait. Depuis 6 ans, il ne veut pas se réconcilier, il ne veut pas mener un bon combat, il se fout des Ivoiriens. Tout ce qu'ils ont à dire, non, c'est lui là qui est le président du FPI, c'est l'autre. Gbagbo revient. Et puis ils n'ont rien à dire. Si c'est ça, mes chers Ivoiriens et Ivoiriennes, réveillez-vous, menez un nouveau combat. On peut même aller prendre le professeur Agbon depuis la Suisse pour dire il faut poser ta candidature. Les Ivoiriens veulent te voter. On va donner une nouvelle vision de la politique ivoirienne. Et vous allez voir. On vous supporte pour le moment. On fait des vidéos pour vous interpeller. Vous ne voulez pas écouter des gens. Mais si ça continue jusqu'à 6 ans passés, c'est-à-dire depuis 2011, vous êtes dans cette bêtise-là. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2017. L'année 2017 là, c'est pour vous. Hein. Faites tout, vous allez vous réconcilier pour mener un bon combat. Et si ça passe et que 2018 arrive, on ne peut pas encore continuer dans ça. 2020 va arriver et puis vous allez boycotter les élections. Pour dire Youssouf Bakayoko est là, on vient à Alassane à organiser, on fuit. Non, on veut des gens qui peuvent affronter Alassane. On veut des gens qui peuvent aller contre Youssouf Bakayoko pour le déstabiliser. Pour lui dire, il n'est pas le maître du monde. Et qui n'est pas le grand savant de l'humanité entière. Et que sa tricherie là, ça doit prendre fin. On veut des gens qui peuvent mener cette bataille. On ne veut pas des gens qui ont peur de lui. On ne veut pas des gens qui boycottent. On ne veut pas des gens qui donnent des ultimatums pour dire au peuple de ne pas se faire enrôler, de ne pas aller dans les urnes. On veut des gens qui veulent le changement. Ce n'est pas en boycottant que la Côte d'Ivoire va changer. Ce n'est pas en boycottant que la Côte d'Ivoire va se bâtir. Ce n'est pas en disant aux gens de ne pas aller se faire enrôler, de ne pas participer aux jeux électoraux que la Côte d'Ivoire va se bâtir, que la Côte d'Ivoire va devenir un pays émergent, que la Côte d'Ivoire va avoir sa vraie indépendance, que les Ivoiriens vont travailler. D'ailleurs, ça donne la paresse aux Ivoiriens. Et donc, nous allons prendre l'engagement de mener une nouvelle lutte qui ne sera plus celle du FPI. Parce qu'on avait tellement cru aux membres du FPI, ils sont à nous décevoir. On vous donne cette année 2017, ça n'a qu'à finir. Faites tout, vous allez vous réconcilier. En tout cas, tous les moyens sont bons pour vous réconcilier. Pour nous donner une nouvelle image en 2018. Quand ils vont dire 1er janvier 2018, on veut voir une nouvelle vision du FPI. Mais si c'est ce même FPI qui est désuni, ce FPI qui fout la merde toujours en Côte d'Ivoire, qui n'arrive même pas à se réconcilier, qui n'arrive même pas à prendre le relais pour représenter la jeunesse ivoirienne, alors on sera obligé de prendre de nouvelles sanctions contre le FPI en écartant le FPI et en ouvrant une nouvelle ligne politique pour la jeunesse et l'avenir de la Côte d'Ivoire. On ne va pas s'allier au RHDP, on ne va pas s'allier aux autres partis politiques. On va prendre un nouveau souffle pour mener une nouvelle bataille. Et je pense que dans cette nouvelle bataille, il y aura toute jeunesse confondue, que ce soit la jeunesse du RADP ou FPI, tout le monde va rentrer là-dedans. La société civile, tout le monde va rentrer. Parce qu'on est capable de convaincre les gens. Eux, on va leur dire, ça, ce n'est pas pour essayer de se venger. Il n'y aura pas de vengeance parce qu'il y aura tous les représentants au sein de ce nouveau mouvement. Oui, tous les représentants, que tu sois nordiste, l'ouest, sud, centre, l'est et tout ça, tout le monde va être là-dedans pour mener la nouvelle bataille. Donc, continuez dans vos bêtises et on va vous montrer que non, vous là, vous ne pesez plus. Si vous voulez tuer le FPI, continuez comme ça jusqu'en 2018.
Mais nous allons encore faire des nouvelles vidéos pour essayer de conscientiser. On va aller chercher le professeur Agboum. C'est quelqu'un qui connaît des choses. Il enseigne dans une grande université. Il connaît. Et quand il s'agit des conférences du panafricanisme, il est celui-même qui détaille les choses. Et c'est une âme fatale même que la Côte d'Ivoire a. Ce monsieur-là, il connaît beaucoup de choses. C'est lui et les Kémy Séba qui mènent la lutte. C'est lui qui détaille le système des impérialistes. Il connaît bien ce système. Donc si vous nous montrez que vous ne connaissez pas ce système et que vous êtes dans des bêtises et que vous avez fait rêver aux Ivoiriens en pensant que, en nous faisant croire que vous étiez très fort, mais au dernier moment on remarque que non, vous n'êtes rien. Vous ne faites que faire un combat qui n'a même pas de sens. Un combat des enfants. Parce que ce sont des enfants qui se comportent de la sorte. Avec vous, la Côte d'Ivoire n'aura pas d'avenir. Avec vous, la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir d'avenir. Avec le RDL, la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir d'avenir. Avec le PDCI, la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir d'avenir. Le PDCI d'abord a déjà fait. Mais c'était le PDCI d'Oufoué-Boye. Ce n'est pas avec le PDCI de trucs comme M. Henri Konan Bédier. Ce PDCI, ce nouveau PDCI là, non, ça ne peut plus sauver la Côte d'Ivoire. C'était l'ancien PDCI qui pouvait sauver la Côte d'Ivoire et qui a sauvé la Côte d'Ivoire, qui a bâti la Côte d'Ivoire. Maintenant, le PDCI nouveau là, non, ça c'est pour détruire la Côte d'Ivoire. Le RDL, c'est pour détruire la Côte d'Ivoire. Le RPI, que je vois, Sagaré, Afri, c'est qu'ils font là. Babo qui ne parle pas, il est là-bas. Ça, c'est pour encore détruire la Côte d'Ivoire. Et ils ont déjà détruit la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le PDCI, le RDL, le RPI qui ont détruit déjà la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on a connu, c'est eux. C'est leur responsabilité. Donc, s'ils ne veulent pas changer d'ici 2018, et que le 1er janvier 2018 arrive, nous allons changer de cas. On va aller chercher des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, mais qui s'intéressent au panafricanisme, qui se soucient de l'avenir des Africains, qui pensent le bien-être de notre continent. On va aller les chercher partout où ils sont, on va leur proposer, les croiser et leur proposer pour dire: ah, monsieur, professeur Agboum, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la Côte d'Ivoire? Pourquoi ne pas essayer de vous présenter aux élections présidentielles de 2020? Vous êtes un homme bien placé. Les gens vous connaissent déjà. Vous faites les conférences pour le panafricanisme et on vous voit. Qui ne vous connaît pas? Peut-être les gens qui sont en Côte d'Ivoire dans les villages qui ne vous connaissent pas. Mais on sait que vous avez déjà milité pour plusieurs causes. Et vous défendez la Côte d'Ivoire. Vous défendez l'Afrique entière. Et donc, on vous propose de vraiment venir poser votre candidature. Nous, la jeunesse ivoirienne, toute tendance confondue, toute religion et tout ça, nous allons battre campagne pour vous. Parce qu'avec vous, il y aura un nouveau avenir. Voilà. Et on va proposer à ce monsieur de se représenter en Côte d'Ivoire. Donc, je vais regarder vos questions. Tout est fait pour empêcher l'Afrique d'évoluer. Merci, Ging de Ging. D'accord avec toi. Merci, mon frère. Salut, on dit quoi? Drissa Fofana, ça va, mon frère? Lakoso Soupa, mon frère. Bonjour. Salut, mon frère. On est ensemble. Je viens d'arriver, frère. Ok, on est ensemble. Vraiment, on vieillit, franchement. Merci. Faut que Babou parle pour fermer bouche des gens. Merci. Vraiment, merci pour tes franchises. Donc, c'était l'incontournable bien complet. Je vais sortir maintenant. Voilà. Il est déjà quelle heure là? Voilà. Je vais sortir peut-être le soir. On aura le temps de faire une autre vidéo. Aux environs de 20h. Voilà. On va faire une nouvelle vidéo qui va encore se situer sur un autre sujet. Donc, c'était le sujet de ce matin. Et je vous aime. Partagez la vidéo pour ceux qui ont aimé. Bon, pour ceux qui n'ont pas aimé, vous pouvez aussi commenter pour me montrer ce que vous n'avez pas aimé. Voilà, votre désaccord vis-à-vis de moi. Voilà, vous pouvez me suggérer certaines choses pour que je puisse voir ces choses qui ne vont pas. Voilà. Parce que si tu n'as pas aimé, il faut commenter pour me dire tu n'as pas aimé. Et tu me dis pourquoi tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Et tu me suggères certaines choses. C'est très important pour, voilà, pour nous tous. Parce que je ne peux pas tout connaître. Toi, tu connais certaines choses. Moi, je connais certaines choses. C'est ensemble qu'on pourra évoluer. Ce n'est pas moi seul. Voilà, ce n'est pas parce que tu ne fais pas de vidéo que tu ne connais rien. Tu connais des choses. Mais peut-être tu refuses de faire des vidéos. Tu refuses de t'afficher. Donc, tu peux commenter juste en bas de cette vidéo pour me dire tu n'as pas aimé ça, tu n'as pas aimé ça. Et tu vas me suggérer, voilà ce qui devrait se passer. Voici. Et comme ça, moi aussi, ça me donne une leçon de morale. Voilà, pourquoi pas. C'est très important. Voilà, on doit s'entraider, mes frères. Donc, c'était moi, on a ensemble. Ciao, ciao. Vive la Côte d'Ivoire, vive toute l'Afrique entière.
Voilà ça.